J'ai eu l'auguste honneur de parler à l'ambassadeur de Jordanie en Belgique. Et de quoi est-ce que je parle? De quoi est-ce qu'il me parlait? Des Juifs et des Arabes. Alors il me disait, vous savez, nous sommes sémites aussi. Hein? Je dis, ça veut dire quoi? Ce sont quoi les sémites? Qui sont ces gens? Quelle couleur est-ce qu'ils ont? Comment ils s'habillent? Silence radio. Comme je vous ai dit, quel est ce terme de sémitisme? D'où est-ce qu'il vient? Et comment est-il soudainement devenu un terme racial et raciste? Et aussi à un certain moment, pas seulement des langues sémitiques. Je parlerai d'autres langues africaines, ou de certaines langues africaines, qui elles aussi ont subi au XIXe siècle une approche condescendante. Alors, il va de soi que le mot sémitique est dérivé d'un nom propre, le nom Sem. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Bible, il y a Adam et sa compagne. Tous ces gens ont été excessivement méchants et la transcendance a décidé de les noyer. Sauf une famille, l'arche, Noé. Tous les enfants, tous les étudiants avaient tous une image d'Épinal, un bateau avec une tête de girafe qui dépasse, etc. Et il va de soi que pour les auteurs de la Bible, il fallait recommencer l'histoire de l'humanité. Et Noé a quelques fils, Couche, Japhet et Sem. L'étymologie exacte du mot Sem, je ne la connais pas. Et dans les textes bibliques, il y a bien sûr une généalogie. Et dans cette généalogie, la descendance de Sem, on voit quelques noms, comme Elam, Ashur, Hever, Chasarmavet, Yoktan. Il y en a d'autres. Hein. Pourquoi est-ce dans le cadre de ce que j'ai l'intention de vous raconter important? Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, on ne classifiait pas les langues. Il y avait les langues européennes et les autres. Et un type comme Leibniz, par exemple, au début du XVIIIe, parlait des langues septentrionales et méridionales. À la fin du XVIIIe, peu à peu, la classification devient, je ne dirais pas éphémère, mais un peu plus pointue. Et un monsieur, Rudolf Schlözer, en 1781, dit, voilà, il y a quelques langues qui se ressemblent, et moi je les retrouve dans la généalogie de Sem, donc je vais les appeler des langues sémitiques. Et c'est quoi des langues qui se ressemblent? Ce sont des langues qui ont une structure syntaxique, grammaticale, au niveau du vocabulaire, lexical, assez pareil. Leur façon de conjuguer un verbe, de décliner un substantif, suit le même système. Et le Schlözer en question, il pense à 3 langues, parce qu'il n'en connaissait pas d'autres. Il n'avait pas lu les grammairiens juifs du Xe, XIe et XIIe siècle. Mais lui, il dit, voilà, il y a l'araméen, qui ressemble à l'hébreu, et il y a le Ge'ez. Le Ge'ez, c'est la langue classique d'Éthiopie. Et en effet, il y a des mots, et je dis le système de conjugaison qui est pareil. Ce qu'il a oublié, le brave Schlözer, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il remonte à la Bible? Parce qu'il était pasteur. Donc la Bible a toujours raison. Il devait, dans cette généalogie, encore se protéger par un verset biblique. Mais je vous parlais des grammairiens juifs du XIe, XIIe siècle. Eux, et juifs, ont très vite remarqué que entre 3 langues qui plus tard vont s'appeler sémitiques, il y avait en effet des liens. Merci.
Par exemple, je ne vais pas faire étalage, mais il y a Ibn Baroun, 11e siècle, Kitab al-Muzawana, le livre des comparaisons. Il y a quelqu'un qui parle arabe? Non? Bayna l'oura ibraniya, ibraniya c'est l'hébreu en arabe, ou bayna l'oura arabia. Et lui, il dit, écoutez, il y a en hébreu, parce que vous savez que le vocabulaire biblique est très restreint, biblique. Si vous ne comprenez pas certains mots, ce qu'on appelle en grec, hapax legomena, qui apparaissent une fois dans la Bible, et dont le champ sémantique est très difficile à circonscrire, regardez en araméen, regardez en arabe. Ça va vous aider à comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit. Le brave Schleutzer, c'est toujours un peu condescendant de dire le brave Schleutzer, une espèce de succulent, non. Il n'en savait rien. Donc il dit, voilà un groupe. Si on regarde la généalogie de Sem, il y a d'autres patronymes, des éponymes, comme on dit, qui n'ont absolument rien à voir avec les langues qu'on appellera à partir de lui les langues sémitiques. En ce qui concerne l'arabe, il n'y a rien concernant l'arabe, mais il y a Hasser Mavet, qui lui, il expliquait comme la langue de Hadramaut, dans le sud de la péninsule arabique. Aram est dedans, Héber, l'éponyme de la langue hébraïque. Dans le courant du 19e siècle, on a découvert, épigraphistes à l'appui, archéologues à l'appui, toute une série de langues connexes aux trois langues de base. Par exemple, l'assyro-babylonien, les cunéiformes. Je ne sais pas si vous avez déjà vous avez une image en tête, les cunéiformes. Par exemple, c'est une langue que j'ai adorée puisqu'elle faisait partie de mon doctorat, l'ougaritique. Très intéressante cette langue, enfin, pour des types comme moi, naturellement. Pourquoi? Petite anecdote. L'ougaritique est une langue écrite en cunéiforme, mais, grande innovation, cunéiforme alphabétique. On l'a découverte en 1928-29, les Italiens, Franzaroli s'appelle le monsieur, et très vite on a pu les déchiffrer, parce que le cunéiforme assyro-babylonien est plus complexe. Parce qu'à cette époque-là, je parle du 3e millénaire, du 2e millénaire, même le 1er millénaire, il y avait deux systèmes d'écriture. D'une part, les hiéroglyphes égyptiens, et d'autre part, le système cunéiforme babylonien. Alors, pourquoi est-ce que Ougarit est un peu intéressant? Enfin, pour moi, plus qu'un peu. C'est parce que tout simplement, on a retrouvé, en 28-29, et c'est, excusez-moi, l'orgasme de l'épigraphiste, 10 000, 15 000 tablettes en argile qu'on a pu déchiffrer. Et la littérature diverse, c'est-à-dire des épopées, des lettres d'amour, des lettres commerciales, de tout. Et dans une des psaumes, et que voit-on? Je vais pas blasphémer, hein, mais on voit que certains psaumes bibliques étaient probablement des numéro 1 au hit parade au Moyen-Orient. Parce que c'est presque exactement le même texte à Ougarit que celui qu'on retrouve dans la Bible, sauf le nom du Dieu a changé. Donc, autre chose, l'ougaritique, mais je vais pas, non, je vais me perdre et on sera là encore demain matin. Dans une des épopées, le dieu principal à Ougarit était le dieu Baal. Dans une des épopées, on raconte qu'il y a un banquet divin, céleste. Et on énumère les plats qu'on met sur la table. C'était certainement des plats que lors de grandes fêtes religieuses, l'être humain préparait aussi. Et quel est le plat qui m'a le plus et qui
frappé, pas question frappé, mais intéressé, on met sur la table un agneau cuit dans le lait de sa mère. Donc, vous savez très très bien que dans la Bible hébraïque, sans donner aucune raison, à 3 reprises, on dit, vous ne, etc. Et à cause, grâce à Ouérit, on sait maintenant pourquoi ça se trouve dans la Bible sans aucune explication. Pour les autres animaux, il y a les purs, les impurs, et les écailles, et les nageoires, enfin bref. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une réaction du culte du Dieu d'Israël contre le culte polythéiste de Baal. En préparant un plat pareil, on imite en somme les Baalistes. Ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on a encore découvert au XIXe siècle? On a découvert, je ne vais pas vous saouler avec différents noms, différents types de langues anciennes, de l'arabe ancien. Ancien, ça veut dire un siècle, un millénaire avant le Coran. Les noms ne sont pas intéressants, mais si vous voulez les entendre, le Lirianide, le Talmudien, les troisième, j'ai oublié, le Safaïte. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, quelles sont les langues qui sont reconnues par les linguistes comme étant les langues sémitiques? Et combien de locuteurs ont-elles? La langue sémitique qui a le plus de locuteurs est bien sûr l'arabe. La Fousra ou les dialectes arabes, et je vous dirais que les dialectes arabes à partir de la vallée de l'Inde jusqu'au Maghreb sont très diversifiés. Et en somme, ces langues-là, on les classifie en langues sémitiques orientales, occidentales, occidentales du nord et occidentales méridionales. Je parle d'aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, les langues sémitiques orientales ont disparu. Une langue est une matière vivante et elle naît et elle se meurt. C'est une chose. Du côté occidental, il y a ceux du nord, et là, il y a 2 sous-divisions. Une part, l'araméen. L'araméen fut à un certain moment la langue araméenne la plus parlée au Moyen-Orient, à partir de l'empire des Achéménides et la fin de l'empire assyrien. Là, je parle du 7e siècle avant l'ère commune. On parlait de l'araméen. Non. L'araméen est une langue diplomatique à partir de la vallée de l'Inde jusqu'au 2e cataracte. Mais c'est une langue diplomatique. Peu à peu, cette langue diplomatique est descendue du niveau diplomatique à la langue vernaculaire. Et par exemple, les caractères carrés, qu'on connaît comme les caractères hébraïques, ne sont pas des caractères hébraïques. C'est une façon d'alphabétiser qu'on a repris de l'araméen. Il y a eu, avant le 7e, 6e siècle, un autre alphabet hébraïque, ce qu'on appelle l'alphabet antique, ancien. Et à partir du 4e siècle, il a été remplacé par l'alphabet araméen, sauf que l'ancien alphabet était connu par les rabbins et les dirigeants politiques de l'entité juive au Moyen-Orient, puisque même à l'époque de Bar Korba, et là on parle de 134-135 de l'ère commune, il frappe des monnaies et la monnaie, les inscriptions sont en caractère ancien. L'araméen a été balayé par l'expansion de l'arabe. Mais bien sûr, dans le judaïsme, l'araméen joue un rôle important, puisque
Tout d'abord, dans la Bible hébraïque, il y a des chapitres qui ne sont pas en hébreu. C'est comme si vous preniez un texte en italien et que soudainement, il y a quelques chapitres en portugais. Dans les textes rabbiniques classiques, la Mishnah, la Gemara, aussi bien du côté hiérosolomitain que du côté mésopotamien, il y a deux types différents d'araméens. Aujourd'hui, il y a encore des îlots de locuteurs araméens. Par exemple, les chrétiens dits orientaux, certains de ces chrétiens ont comme langue religieuse le syriaque, qui est une langue araméenne. Les juifs kurdes, il n'y en a plus au nord de l'Irak, eux, ils avaient entre eux une langue araméenne. Et récemment, mais j'ai oublié comment, mais croyez-moi sur parole, j'ai parlé à quelqu'un, à qui, en disant, est-ce que on le parle encore en Israël? Certains juifs kurdes de la génération qui est la mienne, donc les petits vieux, eux, ils le connaissent encore, les jeunes plus. Et les chrétiens araméens qui sont ici, en Belgique, qui se sont enfouis du sud-est turc et du nord de l'Irak parce que pression musulmane, eux, ils connaissent encore l'araméen. Et j'ai été testé vraiment, puisque un jour, dans le cours d'araméen biblique, il y avait des chrétiens. Alors, s'il n'y a personne qui connaît l'araméen, pas que je le fasse, hein, mais on peut raconter n'importe quoi, mais eux, ah oui, c'est juste, etc. L'araméen, un gros papa. Alors, il y a les langues cananéennes. La langue cananéenne qui est la plus proche de nous, c'est bien sûr l'hébreu. Mais il y en a d'autres, qui sont plutôt historiques. Par exemple, le punique, la langue de Carthage. Carthage a été créée par les Phéniciens. Les Phéniciens parlent une langue qui est très très proche de l'hébreu. Alors il y a des noms, je vous dis, je ne veux pas vous charger avec des noms, le Moabite, l'Édomite, l'Ammonite, Rabat-Ammon, parlait. Pourquoi est-ce qu'à Amman, la capitale de la Jordanie, de monsieur l'ambassadeur, s'appelle Amman? Parce que c'était la capitale au 8e, 7e, 6e siècle avant l'ère commune, des Ammonites. Au sud des Ammonites, il y avait les Moabites. Intéressant, on a très peu de textes des Moabites. Et pourquoi? Parce que on a une stèle du roi Mécha. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dans la Bible, on parle de Mécha. Un jeu de mots stupide serait Mécha le méchant. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui dans la Bible? Parce qu'il est maudit. Parce que ce qu'il a fait à Israël. On a la version de Mécha qui dit « Je les ai bien eus, hein. C'est moi qui ai gagné cette fois-ci. » Et ensuite, il y a les langues sémitiques occidentales, méridionales. Ah, elles sont intéressantes, je trouve. Il y a l'arabe, dans toute sa diversité. Il y a le sud-arabique. Le sud-arabique n'a rien à voir avec l'arabe, sauf que c'est une langue sœur. Et il y a très très peu de locuteurs qui restent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, juste avant l'avènement de l'islam, il y a eu en Arabie du Sud un royaume juif, un royaume immérite, avec le roi Dounoaz. Eux, ils écrivaient en sud-arabique. Aujourd'hui, le sud-arabique est encore employé. Vous voyez, on est la péninsule arabique, juste au sud, dans le Hadramaut, dont j'ai parlé tout à l'heure, le Khassermar, dans le Hadramaut, dans le Sultanat d'Oman, et sur l'île de Socotra. C'est une île qui est juste au sud de la péninsule arabique. Ok. Est-ce qu'il y en a encore? Bah, bien sûr. Il y a toute la mouvance éthiopienne. Alors, la mouvance éthiopienne, la plus importante, c'est l'amharique. Et l'ancienne langue liturgique, le gaèze,
et l'Amérique. L'Amérique est parlée par 17 millions de personnes. Et il y en a quatre autres. Il y en a deux qui sont à peu près morts. Les noms, au moins je les ai prononcés une fois. L'Argoba et le Gourage. Mais les autres, le Tigré est parlé par 5 à 6 millions de personnes. Parmi eux, les Juifs éthiopiens et le tigrinien, qui se parlent à la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Not for the sake of the argument, pour le plaisir d'illustrer mon propos, je suppose que vous avez tous entendu parler de l'ancien empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Quelle est ça ressemble à de l'hébreu. Je n'ai pas dit que c'est de l'hébreu, j'ai dit que c'est de l'éthiopien. Mais est-ce qu'il y a des pendants hébraïques? Bien sûr. Sélassié, c'est le pendant de Shalosh, Shlosha en hébreu. C'est Oshlosha en araméen. Telata en arabe. Ok, quelque chose avec 3. Et Haïlé, est-ce que c'est l'allemand? God forbid, no. Ceux qui connaissent un peu l'hébreu, ou très bien l'hébreu, savent que la force aérienne, c'est Chel Avir. La marine, c'est Chel Hayam. Chel, c'est la force de la mer. Haïlé est exactement la même chose en éthiopien. Alors qu'est-ce que cela signifiait? Il signifie Haïlé Sélassié, la force de la Trinité, très religieux. Encore un exemple. Il y a un coureur de fond, un athlète, qui s'appelle Gebre Selassie. Selassie, on sait déjà. Et Gebre, mais c'est Gebre, Gibor. Donc le héros de la Trinité. Alors, dernière, pour vous illustrer, mais vous me croyez naturellement, pour illustrer mon propos concernant l'Éthiopien, c'est Addis Abeba. Oui, c'est la capitale, d'accord. Et ça signifie quoi? Vous connaissez un tout petit peu l'hébreu. 9 nouveaux en hébreu, c'est Chadash. En éthiopien, ça signifie nouveau, nouvelle, un adjectif. Et Abeba, quelle est la connexion avec l'hébreu? Dans la Bible, il y a 2 calendriers. Les noms des mois changent à un certain moment, probablement après l'exil babylonien. Nous savons tous maintenant, ceux qui suivent un peu le calendrier juif, qu'il y a le mois de Nissan, le mois du printemps, Pessah, etc., etc. Abébé. Mais où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir qu'avant, dans la Bible, il y a aussi des restes d'un calendrier pré-babylonien dans la Bible. Et comment s'appelle le mois du printemps? Aviv. Donc c'est le mois printanier. En araméen, vous allez voir comment ça marche, comprendre. Abébé signifie la fleur. Donc, Hadis Habeba signifie la nouvelle fleur. Printemps et nouvelle fleur, vous comprenez, hein? Quoi? Tel Aviv. Oui, bien sûr. Mais en somme, nouvelle fleur est une expression éthiopienne, amharique, qui signifie tout simplement la ville du printemps, le printemps. Mais vous voyez, des noms que vous connaissez, on voit que ce sont des langues connexes. Donc, récapitulons, langue sémitique, ça c'est la situation aujourd'hui. Entre-temps, au XXe siècle, on a encore découvert d'autres langues, je vous ai dit logarithmiques. Pourquoi est-ce que je vous parle avec une certaine emphase logarithmique? Parce que j'en ai fait un tout petit peu maniche. C'est quoi maniche? Mon doctorat parle mon doctorat traite de l'influence des métaphores logarithmiques dans la littérature araméenne. Le lien entre les deux. À un certain moment, il y avait 4 pelés et les autres, là, ceux qui sont rasés, qui faisaient cela.
Et personne n'osait nous dire, mais non, ce que vous racontez, c'est bon de Daesh. C'est de non-sens. Entre-temps, on racontait ce qu'on voulait. Hein, on était invités à, voilà, vous avez entendu, à différentes colloques internationaux, parce qu'on semblait connaître, on faisait semblant de connaître cette matière. Donc, mon point faible pour vulgarité. Donc, assyro-babylonien, cunéiforme, langue très ancienne. Les plus anciens textes en assyro-babylonien remontent au 3e millénaire, avant l'ère commune. Les occidentaux, ceux du nord et les méridionaux, ceux du nord cananéens et araméens, l'hébreu est donc une langue cananéenne, ceux du sud, arabe, sud-arabique et éthiopien. Voilà. Et ça fait beaucoup de monde finalement. Ça fait beaucoup de monde. Jusqu'à présent. Que sera l'avenir? Mais bon, je suis comme Madame Blanche. Hein. On ne sait jamais avec des langues. La plupart des langues dans le monde sont en train de disparaître. De moins en moins. Pourquoi? Parce que tout le monde apprend l'anglais comme moyen de communication. Les peuplades isolés qui avaient leur propre territoire linguistique ne sont plus isolés, donc sous l'influence d'eux. Tout cela a été pensé, les premières classifications, au début du XIXe siècle. Très rapidement. Et d'une part, on peut toujours tout analyser. D'une part, il y a la période du romantisme européen. 1830, 1840, 1850, où on rêve d'un passé glorieux. Un passé où certains groupes avaient une influence prépondérante, marquée sur l'histoire de l'Europe. Ajoutez à cela un soupçon de darwinisme, the struggle of the fittest, le combat des plus aptes. On va instaurer une classification et vous avez, j'en suis sûr, entendu parler des frères Grimm. Des petites historiettes. Je suis un peu parano aussi, hein, je vous dis. Ils ont dans leur Märchen pas mal de 5 histoires où il y a des juifs. Et c'est pas agréable à lire. Pas agréable à lire. Mais ils se sont aussi amusés à faire de la linguistique. Et Jacob Grimm écrit à un certain moment, je cite des mémoires, il faut quand même faire attention quand on classifie les langues, elles ne sont pas toutes égales. Il y a des langues qui sont des langues de culture, des langues qui sont capables d'exprimer un niveau supra-concret, c'est-à-dire les pensées. Ils sont un moyen d'intellectualiser, de créer des concepts qui ne sont plus terre à terre. Nous, dans nos langues, dans notre groupe linguistique, je parle des langues indo-européennes, dont les plus anciennes sont les langues de l'Inde. Certaines langues indiennes sont très anciennes. Et ce sont des langues qui se rattachent au groupe dans lesquels se trouvent l'allemand, le russe, le néerlandais, Brodar en Inde, ben vous avez compris ce que ça signifie. Hein. Jaipur, hein, vous connaissez, au Rajasthan. Et pour, c'est quoi? Mais c'est bourgeois. Pas le ministre flamand. Hein. Pour. Pensez au nom Singapour. Le bourgeois, la cité pour Singapour, la cité des, je crois, des lions. Je donne quelques exemples. Mother. Il y a plusieurs langues indiennes. Donc, il dit, Grimm, qu'il y a donc une classification. Tout d'abord, il y a celles qui ne font que du concret. Et il y a celles qui font de l'abstrait. Entre autres, les langues indo-européennes. Et parmi les langues indo-européennes, romantisme allemand, retour au Moyen-Âge, the survival of the fittest,
Et surtout, on est en pleine période de l'histoire allemande où on va créer peu à peu, ça va être réalisé à la fin du 19e, l'Empire allemand. Avec les Wilhelm et autres moustachus. Une classification. Et cette classification va prendre peu à peu une gradation dans l'importance. Et je voudrais, par exemple, c'est de l'allemand, un orientaliste, Christian Lassen, compare pour les Indiens ou les langues hindoues, le peuple qui parlait cette langue-là, on les appelle les Aryens. Donc les Aryens. Et quand on compare les Aryens avec les Sémites, il dit, je ne vais pas lire en allemand, je vais essayer de traduire. Die Geschichte beweist, l'histoire prouve, que les Sémites ne possèdent pas de force éthique, qui sont celles des Aryens. 1850. Le Sémite est égoïste et exclusif. Il a la perspicacité dans son esprit et qui le permet de user les autres pour ses fins. Voilà ce qu'il dit. Ce mythe les locuteurs des langues sémites qui sont moindres que et n'ont pas l'élévation des langues indo-européennes ira plus loin. Il y en a un autre qui dit la chose suivante. Les sémites ont un caractère national égoïste en plein 19e siècle. Ils n'ont aucune propension pour les sciences. Ce sont des copieurs. Ce sont des copieurs. Ils peuvent reproduire, mais ils manquent d'inventivité. Et là, je parle des langues africaines. Dans la classification, ils sont en dessous même des langues négroïdes. Et ils emploient comme exemple les langues dites à clic. C'est quoi les langues à clic? C'est une clique de langue? Non, non. Les langues à clic, ce sont des langues qui sont parlées ce sont des langues, comme on les appelle, non pulmonales, qui sont produites non pas par ici, mais par les lèvres et la bouche. Ce sont par exemple les langues Mandela. Par exemple, il y a trois catégories. Il y a tout d'abord, mais c'est une consonne, hein. Il y a ensuite, et il y a, on fait des drôles de grimaces. C'est les Bushmen. Ah oui, les Bushmen. Il y a qui pense ça, en effet. Qui a dit les Bushmen? Ouais. Merci. Et nous voyons avancer un tout petit peu et rétrécir cette approche des Sémites, surtout en Allemagne. Sauf qu'il y en a un qui m'énerve énormément, c'est Ernest Renan, grand nom du 19e siècle, grand nom, qui lui disait en effet la même chose, mais ils n'auront jamais l'inventivité, ils seront toujours des soldats mais pas des officiers. À tel point que Renan, jusqu'à la fin de sa vie, n'a pas voulu accepter que les Babyloniens, qui ont créé des empires énormes, étaient des locuteurs des langues sémites. C'était pas possible. Quand on parle des langues sémitiques, on a quelque chose qui manque dans la tête. Donc la langue influe sur le profil psychologique, le profil économique, le profil social de quelqu'un. Mais il y a un problème. Et ce problème... C'est les Juifs allemands. Mais excuse-moi Julien, à ce moment-là, au 19e siècle, quand il écrit ça sur les Sémites, il parle que des Juifs? Non, il parle en général. Attends, on pense... non, il pense aux autres aussi. Sauf qu'à la fin, il y a un des maîtres à penser de celui-là dont le nom m'écorchera toujours le gosier, Adolf, vous savez bien, et qui s'appelle Karl Eugen Dühring, qui est un peu mal à l'aise, entre autres par
la question judicieuse que tu poses. Il dit, il faut faire attention. Moi, je voudrais pas employer les sémites, je voudrais employer les hébraïques. Et il dit, die Juden sind ein bestimmtes Volksstämmchen aus der sémitischen Rasse. Les Juifs sont un petit peuple de rien du tout de la race sémitique. Mais pas cette race même. Parce que parmi les Sémites, il y a eu par exemple les Puniques, qui ont créé Carthage. Une fois, notre ami Hannibal et ses éléphants étaient un Carthaginois. Tiens, Carthage et des Puniques, est-ce que ça, on peut trouver quelque part un lien au niveau du vocabulaire hébreu? Kiryat Shmone, ça vous dit quelque chose bien sûr, dans le nord d'Israël. Kart en punique est le même mot que Kiryat. Donc, en somme, les puniques, des punii, comme disaient les Romains, Carthago delenda est, Caton qui disait à la fin de chaque... ils étaient à un certain moment en danger pour l'expansion romaine de Rome. Et Caton, au Sénat romain, disait chaque fois, il parlait de la pluie et du beau temps, mais n'oubliez pas, Carthage doit être détruite. Donc ça avait en effet une force. Ce sont, comme je vous ai dit, les Phéniciens de la partie occidentale de la Méditerranée. Ils ont créé pas mal de villes en Espagne aussi. Mais bref, alors il dit, ah non, c'est pas toute la race, hein. Et il dit, ce ne sont pas les Carthaginois, ce ne sont pas des Arabes Bédouines, ce ne sont pas les Bédouins et les Arabes. Sind nicht von Judenstamm, wohl aber Semiten. Ce sont des Sémites, mais ce ne sont pas des Juifs, mais pas comme les Juifs. Die Juden sind überhaupt die übelste Ausprägung der ganzen sémitischen Rasse. Ce sont les exemples les plus horribles de la race sémitique. Etc., etc. Et ça a été un problème. C'est-à-dire qu'il propose autre chose. Et qu'en effet, lorsque on voit apparaître le mot antisémitisme, sémitisme a été employé par Ignaz Gottsir, ce sont les juifs philologues du 19e siècle, entre autres, important Gottsir, enfin important pour moi, qui disait l'influence de certains mots qui viennent des langues sémitiques sur les langues indo-européennes, quelques mots d'emprunt, quelques emprunts, ça s'appelle du sémitisme, les emprunts. Le mot sémitisme, à la fin du 19e siècle, vers 1874, a eu un antonyme, le contraire, antisémitisme, créé par un monsieur Marr. Et c'est pas matière à rigoler, hein, mais ce monsieur a été marié 4 fois. Il dit pique-pendre des juifs. C'est intéressant qu'il a été marié 4 fois, mais 3 fois avec une juive. Je ne dis pas que l'influence de madame sur monsieur, vraiment. À un certain moment, on le sait, il était même prêt à se convertir au judaïsme. Et que, en effet, le mot antisémitisme, à leur esprit, ce n'était pas tous ces gens, ce n'était pas monsieur l'ambassadeur, c'était moi dont il parlait. C'était moi dont il parlait. La preuve la plus triste, mais la plus probante que j'ai, c'est la phrase suivante. Quelqu'un a dit, man sage also eben auch dann, wenn man die Rasse meint, kurzweg Jude und nicht etwas Sémite. Quand on parle de la race, on ne les appelle pas sémites. C'est juif. Et il continue, moi, je vous suggère, je vous impose que dans vos textes, dans vos publications, vous marquez dorénavant pas antisémitisme, mais anti-judaïsme. Et qui est l'auteur de cette phrase
très intéressante, un certain Joseph Goebbels, dans une conversation avec Julius Streicher, le rédacteur en chef du Völkische Beobachter. C'est-à-dire que, en effet, quand dans le monde arabe, on sort l'argument, mais nous sommes sémites aussi, ça ne tient pas la route. Bien sûr que le mot antisémitisme est un concept accepté tout azimut. Bien sûr. Alors, de quoi je parle? De rien. Je partage ma tristesse de voir ce mot employé, et aussi employé par des gens qui disent « nous n'avons rien contre les juifs parce que nous sommes de la même race ». C'est quoi ça, une race? Et ça ressemble à quoi? Anti-judaïsme. Bien sûr que le mot est un mot courant que tout le monde emploie, mais ma petite contribution à cette soirée, en somme, quand on dit antisémitisme, on retombe dans le bain racial. Et de quoi est-ce qu'ils ont l'air alors, ces sémites? Et il y a une langue sémitique dont je ne vous ai pas parlé. Et je vous assure que les gens qui parlent cette langue n'ont pas les nez busqués, n'ont pas les cheveux crépus, sont les Maltais. La langue maltaise est une langue sémitique. Mais oui, entre parenthèses, c'est la seule langue sémitique qui est écrite avec l'alphabet latin. Toutes les autres langues sont écrites dans d'autres alphabets, un alphabet araméen, hébreu, arabe, bien sûr, sud-arabique, éthiopien, un alphabet assez difficile. Le problème avec ces langues-là, c'est de savoir est-ce qu'il y a monogénèse ou une genèse plurielle. C'est-à-dire, est-ce que toutes les langues du monde viennent du même groupe humain? Ceux qui sont publics disent oui, naturellement. C'est violenter la linguistique, d'en faire un vecteur de la différence et de la classification entre les êtres humains. C'est extraordinaire. Quand on regarde, par exemple, les langues améro-indiennes, les langues des Sioux Indians, les Cherokee Indians, quand on compare ça avec les langues mayas, toutes ces différences, les langues des Esquimaux, puisque je parle de langues, en Europe, la plupart des langues sont indo-européennes. Il y a quelques exceptions, c'est-à-dire des langues finno-ougriennes, le hongrois, donc Mojor, le finlandais et l'estonien, et une qu'on oublie, mais qui est complètement le basque, qui se trouve là à la périphérie, et on pense que le basque, ça n'a rien à voir avec la racine, a été parlé par un groupe humain qui habitait en Europe avant l'expansion des peuples qui parlent les langues que nous connaissons maintenant en Europe, le néerlandais, le français, le lituanien. La seule chose que je pourrais espérer, c'est-à-dire qu'on sorte de ce bain raciste, disant que c'est un peuple et que la plupart des égéries et autres du germanisme mettent bien sûr leur langue en première place, et les langues sémitiques, et spécialement le parler des juifs. Et vous savez où c'est raciste aussi? En disant que, en somme, c'est juif. Mais la plupart d'entre nous ne parlent plus l'hébreu. Un autre copain de Hitler, qui s'appelle Theodor Fritsch, qui a écrit un Antisemiten-Katechismus, le catéchisme des antisémites, qui a été, à la fin du XIXe siècle, vendu presque aussi largement aussi que la France juive de Drummond. Que c'est un terme qui n'est pas racial, et que même pour les racistes, les Arabes n'en sont pas, pour eux, et que quand on parle d'antisémitisme, on ne parle pas des Éthiopiens. Est-ce qu'ils ont l'air le nez busqué? Ils ont le nez busqué. Ils sont de pigmentation foncée. Non? On ne parle que des Juifs.
C'est un terme très restreint. L'antisémite peut avoir de la sympathie pour les Arabes, mais jamais pour les Juifs. Voilà, ça c'est le message que j'ai voulu pas transmettre, mais communiquer. Et je suis très content, vous savez pourquoi? Je n'ai vu personne qui s'est endormi.